Vous écoutez l'épisode 1 du podcast Nologue. Je m'appelle Véronique Loquet. Je travaille dans le domaine du logiciel libre et de la cybersécurité depuis 20 ans. C'est mon parcours dans les coulisses du web qui m'a donné envie de commencer ce podcast, Nologue. Le monde cyber peut sembler obscur, trop compliqué, éloigné du grand public. Je vais vous prouver que ce n'est pas le cas. Au-delà des machines, des logiciels et des algorithmes, le cyber est fait d'humains, d'histoire et d'engagement citoyen. Le témoignage que vous allez entendre dans ce premier épisode est celui d'un hacker. C'est l'histoire de Martin. Martin est l'un de ces adolescents qui, enfermé dans sa chambre, passe tout son temps à bidouiller sur un ordi. Autodidacte complet, ces bidouilles lui ont même fait gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Elles ont même fini par attirer l'attention de la justice. Martin a grandi seul dans le darknet et sur les forums de hacking. C'est son témoignage que je vous propose d'écouter, celui d'un enfant cyber. Son prénom a été modifié. La première fois que tu touches à un clavier, Très jeune, j'ai passé du temps avec mon grand-père. C'était un fan de la bidouille. Il traînait vachement sur tout ce qui est Emule, Torrent. Il traînait toujours là-dessus. Ça m'a toujours un peu fasciné de loin. Mais je le regardais juste. Je sais plus trop à quel âge c'était. Peut-être 7 ans, je crois. Donc il est sur son PC pendant de longues heures. Il a une petite chaise à côté. Et j'étais là pendant de longues heures à le regarder bidouiller, installer des logiciels qu'il avait téléchargés et tester, voir si ça marchait bien. Toujours customiser son installation. Et première fois que j'ai touché un ordinateur, j'ai commencé à jouer à des MMORPG rapidement. les MMORPG sont des jeux en ligne multijoueurs. Je m'amusais pas mal et puis j'étais pas vraiment hyper bon au jeu. Donc rapidement m'est venue l'idée de passer outre les règles du système, quoi. La curiosité de Martin et son goût pour le défi technique l'emmènent petit à petit de la triche au jeu vers le hacking. Ça me saoulait de passer trop de temps à jouer, quoi. Le fait de jouer, ça m'amusait moins que le fait de réussir à contourner le truc et d'avancer dans le jeu sans vraiment jouer, quoi. Ce qui fait que ça m'a un peu propulsé dans tout ce qui est recherche de techniques pour tricher dans le jeu, etc. Donc ça m'a rapidement amené vers un peu la technicité autour de ça, quoi. J'ai pris une certaine habitude de visiter des forums. Au début, c'était des logiciels de triche. Il y avait un forum allemand qui s'appelait EPVP. C'est un gros forum allemand où du coup il y a des grosses communautés autour des logiciels de triche pour tout type de jeu. Et il y avait aussi un outil qui s'appelle Cheat Engine. C'est un des premiers outils qui touche un peu aux choses assez bas niveau d'un ordinateur. Pour des choses très basiques, je l'ai utilisé alors que j'avais aucune idée de vraiment l'impact que ça avait, quoi. Plus tard, j'ai eu une Nintendo DS. Je m'amusais toujours à bidouiller. Autour de la Nintendo DS, il y a tous ces trucs de ce qu'ils appellent l'action replay, c'est des mécanismes pour tricher sur les jeux Nintendo DS. Donc, au-delà de seul fait de tricher, ça permettait de débloquer des trucs complètement ahurissants dans les jeux. Après avoir fini un jeu, par exemple, ça ouvre tout un nouveau panel d'amusement. J'ai un peu vachement, je pense, suivi mon grand-père là-dessus. C'est clair que c'est pas légal, quoi. Moi, j'ai commencé vraiment à toucher à tout ça au collège. Donc, 6e, 5e, je jouais encore à des jeux en 6e, 5e. J'y passe quand même vachement de temps. En fait, je me souviens de pas vraiment avoir d'autres idées que aller retourner bidouiller quand je faisais autre chose, quoi. T'avais déjà un blaze, t'étais anonyme. Ouais, j'avais un blaze. Pour Mais toi, l'anonymat, c'était déjà intrinsèque. T'avais déjà. j'ai jamais divulgué des détails de mon identité. J'aimais pas dire qui j'étais parce que à cette époque-là, au collège notamment, j'étais pas nécessairement hyper sociable et par exemple, c'était un peu l'arrivée de Facebook. Enfin, il y a plein de gens qui étaient sur Facebook à ce moment-là. Et moi, j'étais pas dessus. Je sais pas, je comprenais pas cette idée de.
j'ai jamais voulu exposer mon identité en ligne parce que pour moi, c'était lié à Facebook. Mais c'est vachement émotionnel, quoi. C'est-à-dire Tu voulais pas laisser de traces numériques? Bah, Tu voulais pas donner la possibilité qu'on te suive? Pas encore. C'est venu après. C'est vraiment ces gens-là étaient sur Facebook et partageaient des trucs de leur vie et moi je voulais pas faire comme eux, quoi, parce que je les aimais pas. C'est vraiment plus par opposition au début. Et autour de toi, la passion n'est pas partagée? T'as pas d'amis dans ce domaine-là, non. C'était déjà trop. C'était hyper loin de ce que je pouvais faire au collège. Non, il y avait aucune chance même que je retrouve des affinités en fait avec les gens du collège. C'est-à-dire que j'ai des interactions sociales qui sont pas hyper valorisantes en dehors de ces forums-là. Donc j'avais vraiment des amis sur ces forums-là avec lesquels je passais des heures et des heures en appel Skype. Et d'ailleurs, je pense qu'au début, quand j'étais sur les forums, etc., donc sans être vraiment encore dans la programmation, juste dans le logiciel de triche assez basique en tant qu'utilisateur simple, hein, je faisais pas forcément attention, j'ai dû laisser des traces très grossièrement, hein. J'étais vraiment, j'avais mon ordinateur sous Windows avec Skype. Voilà, je me méfiais pas vraiment en fait. Et c'est d'ailleurs, je pense, une erreur parce que j'ai pas changé de pseudo en fait. Ouais. Enfin, j'étais jeune, je faisais pas attention. T'avais pas encore cette conscience? Non, je me rendais pas compte. Pas du tout. Martin se passionne pour le code et tout doucement, il glisse vers le côté obscur de la force. La première fois que j'ai touché au code, c'est autour des logiciels de triche. En fait, il y a certains logiciels de triche qui sont faits avec un langage qui s'appelle AutoHit. C'est un langage de programmation assez proche du basique, du visual basique vachement. Et j'avais utilisé ça pour automatiser des tâches. Donc on peut bouger le curseur de la souris, envoyer des touches de clavier. Donc c'est vraiment une façon assez basique de le faire en simulant un utilisateur, quoi. Je me souviens à un moment avoir rencontré une personne qui du coup a voulu m'apprendre ce langage. Il a commencé à m'apprendre la programmation avec le sujet d'étude, c'était quoi? C'était les packers. En quoi consiste un packer? En gros, c'est l'idée que sur ces communautés-là de hacking, notamment hackforums.net et hack-free.net, on télécharge des logiciels du type pour contrôler des ordinateurs à distance. C'est pour contrôler une souris à distance, enregistrer l'écran, enregistrer les touches de clavier, etc. Enfin, un logiciel espion, quoi, si on veut. Si on arrivait à changer la forme du fichier, et ben, on pouvait réussir à contourner certaines solutions antivirus. Donc, au début, vu que j'utilisais des codes qui étaient partagés par d'autres membres des forums, etc., je me considérais pas légitime à vendre ou à exiger quelque chose des gens qui utiliseraient ce que je faisais. Donc, au début, j'étais vachement dans le partage, j'ai posté des choses gratuitement. Et à force de faire ça, je me faisais une petite réputation sur le forum. Donc, c'est un peu le début, si on veut, de tout ça, quoi. C'est addictif pour toi? C'est une passion ou ça devient presque un devoir? C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de reconnaissance, en fait, en dehors de ça. Donc, en dehors du forum? Ouais, je me retrouve pas vraiment avec les gens en dehors du forum. C'est-à-dire que j'ai des interactions sociales qui sont pas hyper valorisantes en dehors de ces forums-là. Donc, j'ai pas vraiment de conscience éthique ou morale à ce moment-là. C'est juste, il y a des gens qui me valorisent et je suis content, eux aussi, et ça s'arrête là, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre de mieux en mieux comment ça marchait, etc. Et je me suis intéressé aussi à la rétro-ingénierie. C'est-à-dire que il y avait une certaine limite à télécharger le code source. De ce que les gens postaient, c'est qu'ils partagent que ce qu'ils ont envie de partager. Le code source d'un logiciel, c'est son socle. Ce sont les instructions du programme. L'accès au code source permet de modifier un logiciel.
Et notamment, il y a un détail avec ce langage-là, AutoHit. Attention, accrochez-vous, parce que ça peut paraître compliqué, mais on touche au cœur du savoir-faire de Martin. C'est qu'en fait, il y a un moyen d'obtenir le code source très facilement, des exécutables partagés, mais le code source originel, quoi. C'est-à-dire que AutoHit, ça fonctionne d'une telle façon où l'exécutable contient le code source, et c'est assez facile, en fait, de le récupérer. Alors, on s'arrête là-dessus 2 secondes. AutoHit est un langage utilisé par des programmes Windows. Mais ce langage, facile à apprendre, échappe à ses créateurs parce qu'il peut aussi servir à développer des logiciels malveillants, pour espionner ou demander des rançons par exemple. Donc rapidement, je me suis mis à télécharger tous les trucs que les gens y partageaient et je décompilais les exécutables AutoHit notamment et je lisais le code source, je regardais comment c'était fait. Et du coup, ça m'a introduit aussi au fait d'écrire des programmes pour comprendre ce code source et le rendre lisible par un humain, quoi. Ça m'a pas mal aidé à apprendre en fait parce que par l'analyse de ce que les gens pouvaient partager, et je pouvais apprendre sur comment est-ce que leur logiciel marchait. Puis après, je pouvais partager ce que j'avais trouvé avec les amis Skype, etc. Eux, ils faisaient ça aussi de leur côté. Et un moment est venu ce point où je savais manier toutes ces histoires de packers, etc. Et je me suis dit que, enfin, il y a d'autres gens sur le forum qui vendaient des services, quoi. C'est-à-dire, ils avaient on leur demandait de packer un exécutable et eux, ils le faisaient et ils demandaient en retour une rémunération. C'est une sorte de standard, si on veut. Et à partir du moment où j'ai considéré que je savais un peu mieux comment ça marchait, j'ai ouvert un service où du coup je demandais rémunération. Donc là, tu bascules, finalement tu concrétises l'illégalité. Je pense que j'étais déjà dans l'illégalité. C'est vrai que voilà, le fait d'être rémunéré légalement, ça change tout, quoi. Je m'étais créé un compte PayPal. Mais le souci avec PayPal, c'est que quand on est en dessous de 18 ans, on peut dire qu'on est majeur, mais après, PayPal, rapidement, il met des restrictions, il nous demande d'envoyer des justificatifs, etc. Je pouvais quand même accepter des paiements et payer des gens avec mon compte PayPal sans forcément avoir besoin de donner quoi que ce soit, quoi. Pas de carte bancaire à rentrer, pas de compte bancaire non plus, pas de papier d'identité envoyé, et ça marchait quand même, quoi. Donc, au début... là, t'es encore au collège à ce moment-là ? Ouais, je suis encore au collège, vers 4e, 3e, ouais. J'étais heureux de rendre service, en fait. Le forum, il y avait les gens qui avaient un besoin, et je le faisais parce que j'étais heureux de rendre service. J'étais aussi heureux d'avoir une certaine reconnaissance sur ce forum. C'est-à-dire qu'il y avait un principe de réputation où, en fait, si les gens étaient contents, ils pouvaient donner des points de réputation. Mais si les gens ne sont pas contents, ils pouvaient donner des points négatifs. Et du coup, cette idée d'avoir un profil sur le forum avec beaucoup de réputation, c'était satisfaisant, quoi. C'est un statut social vachement attirant. Pour moi, du moins. Et avec l'argent que je gagnais, en fait, ce que je faisais, c'est que j'achetais les services des concurrents. Et une fois qu'ils m'avaient fait le service, moi, j'allais regarder qu'est-ce qu'ils avaient mis dans l'exécutable. Donc, j'allais rétro-ingénierer, en fait, leur boulot, quoi. Et j'ai fait ça, en fait, je pense que au début... l'argent que je gagnais, en fait, j'ai dû la dépenser intégralement dans les autres services des gens sur le même forum, peu importe lequel c'était, juste pour aller faire de la rétro-ingénierie sur ce qu'ils allaient me donner et apprendre, quoi. Et donc, il y a des gens qui m'ont aidé à apprendre la rétro-ingénierie. T'es pas déscolarisé à ce moment-là, tu es dans... Non, j'étais quand même à l'école. Je maintenais, si on veut, mes résultats dans une moyenne qui fait que ça allait, quoi. Mais j'avançais plus sur ce que je faisais sur les forums que autre chose, quoi. Puis mes parents ont rapidement trouvé ça bizarre. Enfin, je j'étais pas en train de jouer, quoi.
Les parents ont jamais vraiment compris ce que je foutais. Pour eux, je bidouillais, quoi. Tu bidouilles après les cours, mais est-ce que tu bidouilles aussi la nuit? Ça m'est arrivé de désobéir et d'y être la nuit. Mais fallait pas que je le fasse, quoi. Parce que après, je loupe un jour de cours, parce que je suis trop crevé, etc. C'était pas le bon plan, quoi. Je me faisais toujours engueuler. Puis à force, mon père a aussi trouvé ça positif. Que ce que je faisais, c'était pas juste des conneries, quoi. Et du coup, il trouvait ça cool que j'apprenne et tout des trucs. Donc, il y voyait un côté positif. Est-ce que tu te projetais dans l'apprentissage pour t'orienter dans l'informatique? J'ai utilisé cet argument envers mes parents, mais j'ai jamais considéré que le niveau que je pouvais avoir et ce que je faisais, etc., avait une légitimité dans le monde professionnel. Je voulais faire de l'informatique, bien sûr, mais c'était encore loin, quoi. Donc, dans le cours des choses, donc j'ai fait de la rétro-ingénierie, de la programmation, j'ai passé beaucoup de temps, donc forcément j'apprenais. Après, j'ai ouvert, j'ai fermé différents types de services. J'ai essayé de changer de technologie aussi pour coder Spacker. J'ai essayé le .NET. Après, je me suis intéressé vachement au C. J'ai mis du temps à appréhender le C. Mon père m'avait acheté un livre. C'est bien le premier bouquin que j'ai dû lire en, je sais pas, quelques jours, quoi, alors que j'avais jamais lu un seul livre de collège. Et du coup, j'avais essayé de refaire ce Packer en C. C'était un peu mon projet. C'est un truc que je maîtrisais un peu et j'utilisais ce truc pour apprendre de nouveaux langages. Et chaque langage aussi permettait d'accéder à différents niveaux de contrôle en fait sur tout ce qui se passait dans le programme. C'était intéressant, notamment vis-à-vis de la détection envers les antivirus. On avait plus de possibilités pour contourner. Justement, faire des choses un peu moins voulues par le système Windows. Il y avait des méthodes que des amis entre nous, on se partageait. Ah tiens, si tu fais ça, ouais, il y a tel antivirus. Là, j'ai testé avec Avast. Ça passe, alors que si on fait ça, ça passe pas, quoi. Martin monte en compétences et rend de plus en plus de services. Forcément, il gagne de plus en plus d'argent. Ces services sont rémunérés en Bitcoin, une crypto-monnaie qui lui permet d'être indépendant des banques. Au fur et à mesure, les gens, ils arrêtaient complètement d'utiliser PayPal sur le forum. Et on pouvait avoir un service avec que Bitcoin et ça se passait très bien, quoi. Et du coup, cet argent Bitcoin, donc là j'en ai eu un peu plus parce que ça a évolué tout ça, mais mon service devenait un peu plus sérieux. Il y a des gens qui devaient faire des choses un peu plus sérieuses avec, je suppose. Et du coup, le premier truc que j'ai dû m'acheter, c'était un nouveau PC où je me le suis fait livrer chez moi et que je l'ai payé directement en Bitcoin. J'avais trouvé un vendeur de matériel informatique qui acceptait directement le Bitcoin. Et je me suis fait livrer directement chez moi, j'avais prévenu personne. Et ma mère m'a vu déballer un colis, c'est pas elle qui l'avait acheté, elle s'est dit mais d'où ça vient, quoi. Elle a pas posé plus de questions que ça, mais ouais, ça a quand même dû être étrange, quoi. Parce que c'est du matériel qui quand même valait, je crois que j'ai dû dépenser 1 400 € dans ce PC, qui est une somme quand même importante, quoi. Il y a aussi un autre aspect que j'ai pas évoqué, c'est que sur ce forum-là, en fait, souvent je testais des produits. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui vendaient des choses et moi j'aimais bien acheter, tester et après dire est-ce que c'est quelque chose inutile ou qui correspond pas à ce qui est annoncé ou est-ce que ça c'est une arnaque ou pas. Tu faisais du test qualité. Voilà. Contrôle qualité. C'est ça. Sur le Et forum. c'est aussi un peu le début des ennuis pour moi sur ce forum parce que forcément j'embêtais des gens sur le forum hackforums.net en question. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises, je me suis fait bannir pendant plusieurs jours, des semaines du forum. Ce qui fait que si je suis banni, je peux plus communiquer avec mes clients, je peux plus accepter de nouvelles ventes potentiellement. Donc là, tu vends dans le monde entier ? Ouais, c'est un forum international, ouais. Avec des clients partout dans le monde et des revenus qui progressent, Martin professionnalise son service de packing.
Ceux qui achètent ces programmes s'en servent pour masquer des logiciels malveillants et empêcher leur détection par les systèmes antivirus. T'as pensé aux victimes parfois ? Pas... Enfin, on va dire que j'étais complice sans trop l'être, mais il n'y avait pas... C'est-à-dire qu'à l'intérieur du forum, il y a un consensus un peu social qui fait que on fait tous ça, donc si je veux pas faire ça, je me désinscris du forum, quoi. On le remettait pas en question, quoi. Je socialisais qu'avec des gens dans cet environnement-là, donc il y a personne qui mettait l'enjeu éthique sur la table, en fait. Combien de temps tu fais ce business, en fait ? Donc ça a évolué, hein, comme j'ai dit, en qualité, etc. Après, j'ai changé de forum. Je suis allé sur un autre forum qui s'appelle exploit.yen. Et cet autre forum, c'est un différent marché. Donc là, c'est aussi un forum international. Mais c'est une clientèle différente sur ce nouveau forum. Donc, entre mes activités sur hackforums.net, où j'ai pas fait des montants faramineux, mais aurait pu aller dans l'ordre de $400 par mois, 600 $ par mois. Sur hackforums.net, je veux dire, au moment où ça aurait pu marcher le mieux. Et sur exploit.yen, j'avais déjà plus d'expérience, donc je pouvais mettre des prix un peu plus hauts. Donc sur exploit.yen, ça pouvait aller beaucoup plus, du style $2000, $3000 par mois, quoi. Et ça m'a fait me poser des questions sur est-ce que c'est bien ou pas, quoi. C'est à ce moment-là, en fait. Voilà, à ce moment-là où tu te rends compte que tu peux gagner beaucoup d'argent. Ouais, voilà. Et que tu sais même pas quoi en faire parce que tu le fais. J'en ai pas besoin, quoi. J'ai pas de besoin, j'ai pas de loyer, j'ai pas de nourriture à payer, j'ai rien, quoi. Et tes parents, à ce moment-là, ils sont toujours pas... Ils suspectent rien. Non. Enfin, non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas partagé extensivement ce que je faisais avec eux, mais ils sont à des années-lumière de se rendre compte que je vends des trucs. Voilà. En passant du forum français hackforums.net à exploit.in, un forum russe, Martin fréquente d'autres profils d'attaquants. Il ne peut plus se voiler la face. Son travail va clairement aider des cybercriminels à voler d'autres gens. Certains, ils font ça sur les jeux, c'est-à-dire qu'ils vont choper les identifiants et mots de passe de comptes de gens sur les jeux, et après ils vont revendre les comptes qui sont pas à eux sur les jeux, ou ils vont dépouiller les gens sur les jeux, et ils vont revendre les items des gens sur les jeux pour de la vraie argent. Donc il y avait ça, il y avait aussi des gens qui vendaient des mots de passe à des sites, par exemple Spotify, Netflix pouvaient vendre des comptes valides avec un abonnement qui fonctionne. Et des fois, les gens vont renouveler tous les mois leur truc parce qu'ils l'utilisent, mais le compte se serait fait voler, donc il y a quelqu'un qui l'utilise aussi, quoi. Mais les gens sont pas forcément au courant. Donc c'est ce marché un peu du compte volé. Puis je pense qu'il y a aussi des choses dont personne ne parlait trop sur le forum, où il y a des gens qui ont dû faire de la fraude sur des gens en particulier, mais ils en parlent pas, quoi. Il n'y a pas trop de marché, mais je doute qu'il y a dû en avoir. Enfin, quand quelqu'un pouvait trouver, par exemple, les informations bancaires sur le PC de quelqu'un via quelqu'un qu'ils avaient infecté via un site de torrent, par exemple, il y a des gens qui allaient sûrement s'amuser à les utiliser. Sur le forum russe, c'était un peu commencé à être l'apogée du ransomware. Donc là, c'était différent. C'est qu'il y a même pas besoin, en fait, de faire de la fraude ou je sais pas quoi. C'est juste, il y a du spam massif par mail. Donc ils amassaient des grosses listes de mails. Et ils spammaient tous ces mails-là, un message type avec un fichier doc, souvent. docx ou docm, avec à l'intérieur de ce fichier doc une macro qui donc quand on ouvre le fichier un logiciel espion, quoi. Et ce logiciel espion pouvait être packé avec mon service, par exemple. Et quand tu arrives dans cette partie de logiciels qui demandent des rançons, est-ce que tu penses aux victimes ?
Bah en fait, moi je côtoie que très peu en fait cette notion de rançon. C'est-à-dire que je suppose et je donne juste un service. Après les clients, ils m'informent pas sur ce qu'ils font vraiment. Ils me parlent qu'ils utilisent tel logiciel et je vois que sur le forum, tel logiciel c'est un ransomware. Je vois pas derrière. Tu fais pas le lien avec la victime. Bah, il est là, mais il est pas émotionnellement hyper fort, quoi. C'est. Il y a toujours une question éthique avec le fait que je reçoive beaucoup d'argent, mais c'est pas immédiatement j'arrête, quoi. J'arrivais pas loin de mes 17, 18 ans et j'étais au courant que 18 ans c'était un peu une date butoir où je voulais pas faire ça toute ma vie non plus, quoi. J'ai pas. Enfin, je me disais, ouais, je vais arrêter, je vais trouver un stage, je vais m'arranger pour faire autre chose, quoi. Mais je m'imaginais pas arrêter pour rien faire, quoi. C'est pas. Tu voulais gagner ta vie, honnêtement. Oui, mais c'est plus juste faire un truc, quoi. Je m'imaginais pas du tout rien faire. Bon, alors du coup, à un moment, t'es rattrapé par la justice. Alors, oui, alors plus tard, donc vers mes 18 ans, je me suis déplacé de ma province pour arriver à Paris. J'avais mes parents qui me finançaient un appartement que j'ai aussi financé avec ce que je gagnais en partie, mais donc le jour où j'ai eu cette perquisition, je m'y attendais pas du tout, quoi. Déjà, c'était 10 heures du matin, j'étais en train de me coucher en fait. J'avais pas dormi de la nuit du tout. Ils sont venus, ils ont toqué, j'ai pas saisi que c'était les flics, forcément. J'ai ouvert et voilà, ils étaient trois et c'était les flics, quoi. Ils ont commencé à fouiller dans mon appart. Ils m'ont pas nécessairement posé de questions, juste ils cherchaient, voilà. Et ils ont pris des notes. Genre j'avais un bouquin que j'avais acheté pour apprendre le russe parce que sur le forum russe il y avait des trucs que je comprenais pas. Et pendant la perquisition, en fait, c'était 10 heures environ, donc c'était souvent le moment où il y avait tous mes clients qui achetaient un truc sur le service automatique que j'avais sur ce forum russe. Et j'avais mon PC, je recevais des transactions en Bitcoin pendant que les flics étaient là, quoi. Donc ça se voyait, parce que mon PC était allumé. J'ai pas pris de précautions, j'ai pas osé aller éteindre mon PC. Juste rester. Donc toi, tu voyais les transactions passer. Ouais, je me marrais un peu dans le coin de l'œil, quoi, en essayant de rester sérieux, parce que c'était pas marrant, quoi. Et je pense que les flics l'ont vu, quoi. Parce qu'il y a vraiment une notification, voilà, ça fait pas de bruit, mais ça se voit dans le coin de l'écran. Voilà, donc j'étais un peu mal, puis ils ont trouvé du cash chez moi, parce que j'avais échangé, j'avais trouvé des gens pour échanger mon Bitcoin contre du cash pour acheter des trucs que j'avais besoin, parce que à ce moment-là, je m'étais beaucoup plus sensibilisé aux questions d'anonymat, etc. Donc j'avais pris des habitudes de pas faire transiter mes bitcoins par une banque, par exemple. Mais je me méfiais pas tant que ça, quoi. C'est-à-dire, j'étais pas dans l'idée que j'étais recherché ou je m'attendais pas du tout à à cette perquisition, quoi. Donc je les aide en fait à faire leur taf. Enfin, je me suis montré de bonne foi, quoi. Ils m'ont demandé le code de mon téléphone, je l'ai donné. Et ils ont fait une copie, ce qu'ils appelaient une copie logique. C'est-à-dire qu'ils avaient un disque dur à eux, ils ont copié le maximum de ce qu'ils pouvaient du PC allumé pour éviter justement que quand il s'éteint, ils aient plus accès aux données. Du coup, ouais, ils ont copié ce disque dur, tout mon système de fichiers. Ils avaient mon wallet, mon portefeuille Bitcoin, mais ils n'avaient pas le mot de passe qui permettait de dépenser l'argent. Donc ils pouvaient voir que je recevais des transactions, mais ils pouvaient pas dépenser l'argent. Ils pouvaient juste observer. Et je leur ai pas donné le mot de passe de mon disque dur. Je me suis dit que voilà, si jamais je suis dans la merde, ils peuvent tout me saisir, mais mes bitcoins, non, quoi. Parce que j'étais un peu dans la merde en fait. Donc la perquisition, voilà, ils prennent tout mon matos, ils m'emmènent. J'étais assez calme, on va dire, donc ils m'ont pas menotté. Ils me mettent dans une cellule, parce que je suis placé en garde à vue. Puis après, voilà, interrogatoire. Donc je découvre qu'en fait, ils sont venus me perquisitionner
suite à une autre affaire. C'est quelqu'un que je connaissais en fait qui a parlé de moi en disant que je l'avais aidé sur des trucs alors que pas du tout, voire pas vraiment quoi. Je l'ai pas aidé lui plus que d'autres gens, mais c'est une aide, je veux dire que comme je réponds à des questions de quelqu'un quoi en programmation, comme d'autres gens m'ont aidé à un moment, j'aidais d'autres gens quoi. Donc je je savais pas trop quoi en penser, mais bon voilà, c'était fait, c'était fait. Avec les policiers, j'étais dans cet état d'esprit où en fait j'avais pas envie de me cacher. J'ai vachement coopéré quoi. Je leur ai raconté voilà ce que je faisais, ce que j'ai fait. Ça a duré en tout 36 heures de garde à vue, ce qui est quand même vachement long. J'ai pas demandé d'avocat tout de suite parce que les flics m'ont dit que c'était pas une bonne chose quoi. C'est-à-dire ça allait ralentir tout, que c'était chiant quoi, en gros. Donc j'ai fait un interrogatoire sans avocat au début. Et le deuxième interrogatoire, je l'ai fait avec un avocat commis d'office. Les flics m'ont moins posé de questions. Ils abordaient des sujets moins critiques, je trouve. Pour le troisième interrogatoire, j'ai dit que j'avais pas besoin d'avocat. Mais en fait, ils se sont mis à poser toutes les questions intéressantes en fait au dernier interrogatoire. J'ai pas senti le besoin d'un avocat, même si, enfin, aujourd'hui, je pense que ça aurait été important. Donc je suis monté dans leur bureau ensuite. Parce que je leur avais parlé de plein de trucs et ils m'ont dit bah montre-nous quoi. Donc moi je me suis dit de toute façon c'est fini, je suis pris, donc ils ont tout mon disque, ça a pas marché, les mécanismes de chiffrement. Donc je veux dire autant en parler quoi. C'est soit j'en parle, soit ils le trouvent. Donc je leur ai montré. J'avais un serveur au moment avec lequel je me connectais à distance et sur lequel je travaillais en fait. Et donc en fait ils m'ont demandé, j'ai montré en fait voilà comment je bossais, ce que je vendais, tout ça. Donc j'aurais tout montré quoi, vraiment. Et ensuite est venue la question du Bitcoin. J'avais un sacré pactole quand même. Au moment j'avais environ 20 000, 30 000 dollars d'équivalent Bitcoin au moment. Les flics, du coup, ils m'ont demandé de donner, du coup, mon mot de passe pour que eux, ils puissent dépenser mes Bitcoins et les saisir, quoi. Mais, parce que j'avais pas trop d'autre argent, enfin, mes parents m'aidaient, mais ils savaient que j'avais de l'argent et ils m'aidaient pas au point de payer la bouffe, tous les déplacements, machin. Donc du coup, je leur ai dit non, quoi. Et ils ont insisté plusieurs fois. Pendant les interrogatoires, ils m'ont demandé plusieurs fois. Ils ont été me chercher des articles de loi disant que c'était une offense de pas donner son mot de passe. Ils voulaient absolument le mot de passe de déchiffrement de ma machine virtuelle que j'ai pas donné. Mais il y a un truc que eux ils voulaient faire, c'était j'avais un serveur et ils voulaient une preuve d'achat, une facture, quelque chose pour pouvoir suspendre mon serveur. Donc au point où j'en étais, je comptais clairement pas rentrer chez moi et continuer à opérer. C'était trop risqué de le faire, quoi. Ça remettait en question en fait ma posture de bonne foi envers eux, quoi. Donc du coup, j'ai déverrouillé ma VM chiffrée sur un de leurs ordinateurs à eux, en leur disant bien que je voulais pas leur donner le mot de passe. Je sais pas, enfin je leur ai dit plusieurs fois, vous avez pas un keylogger dessus, vous avez pas quelque chose qui enregistre les touches, etc. M'en suis bien assuré, etc. Bon, je sais pas s'ils m'ont menti ou pas, mais en tout cas j'ai accepté pour leur donner une facture en fait du serveur, j'étais obligé parce que l'information était dans ma VM chiffrée. Donc je l'ai fait et après j'ai quitté le truc, donc je leur ai pas donné le mot de passe, mais je leur ai donné de quoi suspendre mon serveur, voilà. Et toujours dans cette démarche de j'ai pas envie de passer pour le truand convaincu
qui a envie de continuer de toute façon, et voilà. Je suis rentré chez moi et je suis allé à l'école parce que c'est le seul endroit où j'avais un PC en fait. Et il y a un détail que j'ai pas noté, c'est que avant de partir de ma garde à vue, il y a un policier qui m'a donné ses informations de contact. Donc il m'a donné un email, ProtonMail, où du coup quand je suis arrivé chez moi et que je suis allé à mon école, je me suis empressé d'aller sur un ordinateur de l'école et de me créer un nouveau compte mail et d'aller contacter le flic pour lui dire voilà, salut, ça va. J'avais un peu que ça à faire en fait après la garde à vue. J'avais plus ce service à maintenir. L'école, bon bah ça allait, mais c'était un peu le seul thrill, si on veut, que j'avais à. Enfin, c'était un peu le seul truc un peu intéressant que j'avais à faire, c'était contacter ce flic et voir ce qu'il allait me dire, quoi. Et du coup, je lui ai envoyé un mail, etc. Et plus tard, on s'est vu, en dehors du contexte de la garde à vue, donc. Donc tout de suite, il a voulu que je balance des gens. Je lui ai dit que les gens avec qui je travaillais ou les gens avec qui je discutais, c'était des amis, je pouvais pas en parler. C'est comme si on me demandait de trahir des gens avec qui j'avais toujours communiqué, quoi. C'était un peu dur pour moi. Surtout, je communiquais toujours avec eux. Enfin, le jour de ma garde à vue, en fait, je parlais encore avec eux, donc c'était un peu compliqué. Tu les as informés de ce qui se passait? Non, même pas, en fait. Parce qu'il y a aussi ce truc, c'est que le fait d'avoir une affaire sur les forums, etc., c'est pas du tout bon signe, quoi. Bien sûr. Donc, j'en ai pas parlé, juste j'étais absent, quoi. J'existais plus. À quel moment tu sais que t'as un procès? Bah, une procédure est enclenchée, parce que je reçois un procès verbal à la sortie de la garde à vue. Et sur le procès verbal, donc, il y a marqué qu'il y a ce gars-là qui a fait des trucs et il m'accuse d'avoir coopéré avec lui. Ils avaient fait des recherches un peu avant les flics. Et ils ont trouvé des choses que j'avais fait sur hackforums.net. Et ils n'avaient pas du tout l'info de exploit.in. Ça, c'est des trucs que j'aurais donné en fait. Mais c'était dans mes disques durs. Mais c'est des infos nouvelles pour eux, quoi. Donc j'étais accusé de ça. Donc j'étais accusé d'avoir fait des packers avec ce gars-là et aussi en dehors, quoi. Ça devient un peu aussi ambigu avec les flics parce que le flic que je vois de temps en temps où il a des questions sur ses affaires techniques, où je mets du temps à lui expliquer mais plein de trucs, hein. Même on est allé jusqu'à des concepts de sécurité informatique, voilà, genre des buffers overflow, l'exploitation, etc. Ça l'intéressait. C'est en fait, ce flic-là, il est passionné en fait. Il travaille chez lui avec son boulot, il reste tard. C'est un flic passionné, un peu passionné comme moi, quoi, de ça. Sauf que lui, il y avait des trucs qu'il connaissait pas, quoi. Et du coup, on a passé pas mal de temps, voilà, à discuter de tout ça. Et puis il y a toujours ce truc où moi aussi, j'aimais bien le voir pour savoir ce qui se passait sur mon affaire. Donc je lui posais souvent des questions. Est-ce que l'investigation avance? Il m'a expliqué tout ça, le concept d'informateur, etc. Mais il faut balancer des gens, quoi, tout le temps, quoi. C'est vraiment limite, t'es actif dans le milieu exprès pour les flics et tu balances des gens tout le temps, quoi. Le fait que je lui ai dit que je voulais pas balancer mes potes, pour lui, ça correspondait pas au délire d'informateur. Du coup, il m'a jamais enregistré là-dessus. Et moi, j'en apprenais plus sur leur mode de fonctionnement à la police. Et lui, il en apprenait plus sur le mode de fonctionnement de certaines technologies, du style le Bitcoin, Tor, ou ce que pouvaient faire les gens avec sur les forums, par exemple. Et après, plus tard, j'ai eu une deuxième garde à vue où ils sont revenus me perquisitionner. Ils cherchaient juste mes bitcoins en fait. Ils sont repartis sans rien parce qu'il y avait rien à prendre. Je m'étais organisé pour avoir mes bitcoins sans avoir besoin d'appareil physique. J'avais tout dans ma tête. Du coup, il y avait rien à saisir, quoi. Cette fois, ils n'ont pas saisi mon matos. Du coup, j'ai commencé à contribuer à du logiciel libre, à m'intéresser. Parce que ce qui est pas mal avec le logiciel libre, c'est qu'au lieu de devoir rétro-ingénierer les exécutables, bah, il y a le code source déjà là. Du coup, on peut étudier. Il y a un partage de connaissances, etc. Tu peux l'améliorer. C'est ça.
Donc j'ai pas mal accroché avec le logiciel libre rapidement, rien que pour apprendre, quoi. Est-ce que tout ça te fait regretter ton passé ou tu avances? Je regrettais, mais j'étais content en même temps d'avoir fait tout ça parce que les compétences que j'avais au jour J, c'était aussi grâce à tout ce que j'avais pu faire, voilà. Donc j'avais des compétences que notamment je leur marquais à l'école que les autres avaient pas et c'était un avantage clair. Du coup, je regrette, oui, mais à moitié, quoi. C'est-à-dire que je suis quand même content d'être passé par là parce que c'était une expérience qui m'a permis d'apprendre beaucoup, quoi. Et je regrette, oui, mais il y a aussi le fait que j'ai jamais été en contact direct avec vraiment les dommages qu'ont pu causer mes clients. Donc je peux m'en faire qu'un imaginaire. Donc ça m'a pas aidé à réaliser très très vite en fait l'impact réel, quoi. C'est pas émotionnellement fort Ça comme restait virtuel. voilà, c'est ça, c'est pas émotionnellement fort comme voler quelqu'un où il y a de l'adrénaline. T'as ressenti l'adrénaline à des moments ou... Hmm, pas tant que ça, peut-être certains moments où je savais que ça touchait des endroits risqués, mais j'aimais pas trop m'aventurer non plus là-dedans. Mais il y a aussi le fait que créer un packer, c'est un peu une zone grise légalement entre nous. Oui, On c'est se pas disait toi que qui développe c'est ça. le malware. Donc, C'est ça. Donc entre nous, on se posait toujours la question de savoir si au final ce qu'on faisait c'était pas juste légal, quoi, hein. Donc il y avait toujours ce gris et mais après j'ai jamais essayé de tenir envers les flics, de nier que ça pouvait avoir un impact néfaste parce que je savais dans quel marché je vendais ça. Mais pour moi c'était malhonnête donc j'ai même pas cherché à le faire, quoi. le procès arrive. Voilà, donc ils n'avaient pas le droit légalement de me mettre plus de 48 heures au total de garde à vue sur cette affaire. Donc j'avais déjà fait 36 heures. Donc j'ai fait les 12 heures restantes de garde à vue et ensuite le procureur m'a déféré au dépôt. Le dépôt, c'est en dessous du tribunal, c'était avant de voir le procureur en fait, parce que le procureur devait me donner ma date de jugement. Je passe encore 32 heures enfermé, quoi, en cellule. Du coup, là, je passe la nuit, je me réveille le lendemain matin. Pareil, je repasse dans plein de couloirs, des flics m'accompagnent, je suis trié, mis à un endroit, je réattends, etc. Dès que le procureur est prêt, je suppose, il m'emmène voir le procureur. Il me dit, voilà ce quoi on vous accuse, machin. Et le procureur veut me faire payer 30 000 euros de caution pour prévoir une amende. Prévoir une amende pour pas que l'argent qui pourrait payer une amende potentielle parte avant le procès, quoi. Donc je suis un peu sur le cul, je me dis 30 000 euros, c'est beaucoup. Je me disais, ça annonce la sévérité que eux ils veulent donner, quoi. Et donc voilà, la procureure m'annonce ça, donc je suis un peu vert. Voilà, on s'engueule un peu, moi et la procureure, parce que je trouve que elle dit des choses pas vraies sur, voilà, elle exagère carrément dans ses accusations, elle va vachement loin, quoi. Et que du coup, je lui dis que je suis pas d'accord sur ça, etc. Donc, ça s'échauffe un peu entre moi et la procureure. Bon, voilà, ça se finit ou fin de discussion. Elle me donne un papier que je dois signer, etc. Pour, je crois, que c'est juste ma convocation que je signe, comme quoi je l'ai bien lu et eu. Et ensuite, une fois que c'est signé, elle me dit, vous savez que, voilà, le flic responsable de votre affaire, il m'a dit que vous étiez quelqu'un de bien. Donc c'est la première fois qu'on me dit ça. Donc elle a un comportement vachement agressif, quoi, elle m'accuse de choses énormes et ensuite elle me dit ça, quoi. Donc je me dis, ah, merci à lui d'avoir passé le mot, quoi. Juste avant de sortir, j'ai vu le juge d'application des peines qui du coup devait prendre action sur ce que la procureure a dit pour la caution notamment. Et le juge d'application des peines a choisi de ne pas prendre compte de cette caution. Et donc du coup, voilà, je devais pointer toutes les 2 semaines au commissariat le plus proche de chez moi. Donc voilà, je le faisais
toutes les 2 semaines, jusqu'à la date du procès, donc qui était plusieurs mois après quand même, peut-être 3 mois après, je crois. Et donc du coup voilà, je continuais, je commençais à m'inquiéter, parce que ça faisait quand même longtemps quoi, entre la première perquisition et maintenant, il y avait 2 ans de délai entre les 2 ans, donc j'attendais un peu ma sentence, ça m'empêchait d'avancer trop, c'est une inquiétude voilà, de pas savoir, pas pouvoir se projeter dans le futur quoi. J'ai fini par me faire recommander une avocate par une très bonne amie et c'est allé vachement vite. On n'a pas forcément eu le temps de trop travailler le dossier. Le dossier était très gros. On a mis du temps aussi à obtenir le dossier du tribunal. J'ai suivi Martin pendant la préparation de son procès. Il était angoissé, il assistait à des audiences, il prenait des notes. Il avait vraiment peur que sa condamnation soit particulièrement sévère, pour servir d'exemple. Même s'il avait fait la sourde oreille, il était mineur à l'époque des faits. Cette décision pouvait avoir un impact énorme sur le reste de sa vie d'adulte. Elle pouvait même l'empêcher de rentrer dans le droit chemin. Il était résigné, prêt à assumer, parce qu'il avait hâte d'en finir avec ces histoires. En même temps, la décision judiciaire marquerait pour lui le point de départ pour une vie plus libre, loin du crime. J'étais au procès et j'osais vraiment pas. J'étais hyper neutre, j'osais pas parler, j'osais pas trop bouger. J'ai répondu, je l'ai joué, j'ai tout raconté quoi, j'ai dit tout, j'essayais de rien cacher. Je me rendais pas nécessairement compte. Je regrette que ça se soit passé. J'étais jeune, voilà, je fais autre chose aujourd'hui. L'avocate, pareil, elle a joué la carte que je suis employable, voilà, j'étais jeune. L'important, c'était surtout que tu puisses avoir un dossier vierge. Oui, aussi, c'était pas avoir de casier, parce que si j'ai un casier, je suis moins employable du coup. C'est ça limite tes perspectives d'embauche. Voilà. Donc, l'avocate a demandé ça, donc pas de casier, de pas me mettre de prison, etc. Et on revient, et voilà, il m'annonce que du coup, je prends 6 mois avec sursis, pas d'amende et pas de casier non plus. Martin est soulagé. Il garde un casier judiciaire vierge, ce qui signifie qu'il peut envisager n'importe quelle carrière professionnelle. La justice française choisit de lui donner sa chance. Voilà, donc je sors avec une épée de Damoclès et je fais pas de conneries, mais je dois rien faire dans l'immédiat, quoi. Donc voilà, soulagé, quoi. J'ai commencé à fréquenter d'autres environnements, notamment ceux du logiciel libre et en fait, socialement, la typologie de gens qui participent au logiciel libre me respecte beaucoup plus en tant que personne. C'est des environnements plus inclusifs, etc. Et je pense être quelqu'un d'assez... ça me correspond pas en fait, cette typologie de gens un peu gros durs dans ces communautés de voilà, toujours dans la compétition de qui c'est qui fait le meilleur truc. C'est beaucoup plus amical dans le logiciel libre, donc ça me correspond mieux comme environnement. Je me sens plus heureux quoi dans ces environnements-là. Et j'ai grandi aussi entre-temps, socialement, humainement. Je me suis formé. Mon identité s'est construite vachement après la perquisition, en fait, dans d'autres milieux. Donc j'ai pu voir, en fait, et comparer les environnements, et je me sens beaucoup mieux, en fait, aujourd'hui dans les environnements où je suis. Donc, voilà, puis j'ai trouvé un boulot après.
Je fais de la sécurité voilà, pour des structures légales, donc je veux dire, j'ai pas de raison a priori de retourner là-dedans, quoi. Eh bien, merci. Longue route dans la cybersécurité. Merci à toi aussi. Vous venez d'écouter le témoignage de Martin, l'enfant cyber, dans ce premier épisode du podcast Nologue. Je m'appelle Véronique Loquet, je suis productrice de ce podcast. Laurent Guillet a composé la musique, Éric Grivet a réalisé l'illustration. Suivez Nologue sur Twitter, @nologuepodcast, tout attaché. Vous pouvez laisser des étoiles et des commentaires si cet épisode vous a plu. C'est comme ça que ça marche.